Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Elle disait aidez-moi, à force d'y penser, je n'avais qu'un désir. Serrer entre mes bras l'ombre de feu ma mère. 3 fois je m'élançai, tout mon cœur la voulait. 3 fois entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés. Ulysse, mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre, que du moins chez Hadès nous tenant embrassés nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, en suscitant ton ombre, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements? Homère, Odyssée, Shanxi. Parlez-moi d'amour et je vous fous. Mon poing sur la gueule. Sauf le respect que je vous dois. Georges Brassens. Avant d'aimer, apprends à marcher dans la neige sans laisser d'empreinte. Proverbe turc. Entre la douleur et le néant, c'est la douleur que je choisis. William Faulkner. Introduction. Cet ouvrage est fait de hasard, de la détermination à reformuler la psychanalyse dans les mots de notre temps, de la collaboration continue entre Daniel Benquin, DB, et Michel Bompard-Porte, MBP, pour ce faire. Enfin, le thème en a imposé la forme, un peu singulière. Par hasard, plusieurs personnes ont sollicité MBP, à peu près à la même époque et dans des circonstances voisines. Elles avaient effectué une analyse en bonne et due forme, voire deux, mais souffraient de douleurs et angoisses intenses, dont les caractéristiques étaient proches, comportant des amours malheureuses et catastrophiques, avec d'insupportables éprouvés de manque, de vide, voire d'effondrement. Dans tous les cas, l'accent était mis sur la douleur. L'obstruction théorique, technique et pratique que constitue ce que MBP nomme les angoisses et douleurs précoces, absolument résistantes voire aggravées, lors de cures standards, n'est pas une nouveauté. Ferenczi, Winnicott Green dans certains de ses articles, plus récemment, Michel Bertrand ou René Roussillon, pour citer des auteurs très connus, ont envisagé le problème. Jusqu'à plus ample informé, il demeure ouvert, c'est-à-dire, la théorie, la technique et la pratique adéquates ne sont pas complètement construites. Une conjecture est à peu près commune. Ces douleurs et angoisses seraient des échos dans l'âge adulte d'un trauma infantile majeur. Une relation primaire à la mère défectueuse est en général évoquée, grosso modo pendant la première année, qu'une analyse standard ne modifierait pas, voire amplifierait. Dans sa plus récente intervention sur le thème, Mental Pain and the Death Instinct, Michel Bertrand décrit la position actuellement acceptée, et qui procède du constat selon lequel, la plupart du temps nous n'avons aucun moyen de connaître les débuts de l'existence de nos patients. Par suite, nous devrions attendre l'apparition d'une dépression transférentielle pour inférer une relation primaire défectueuse, ou sinon, l'inférer d'un transfert passionnel ou d'amour passionnel très spécifique. L'insens, le travail présenté dans l'ouvrage n'adhère pas à la prémisse, et suppose qu'au moins dans certains cas il est possible de décider vite si une personne souffre de troubles, disons névrotiques pour la plupart, ou bien si les échos dans l'âge adulte d'une relation primaire défectueuse sont importants, bien sûr, le ou n'est pas exclusif. Peut-être parce que les personnes que MBP a reçues avaient déjà accompli une cure, la douleur qu'elle présentait lui a paru dépendre d'une relation primaire défectueuse pour l'essentiel. Une pratique peu orthodoxe est apparue, sans dépression transférentielle ni transfert passionnel. Partager avec ces personnes leur douleur, c'est-à-dire éprouver pendant certaines séances une douleur peut-être plus vive que la leur et leur transmettre que le partage existait. N'entrons pas dans les détails racontés dans l'ouvrage, sauf à préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'analyse mutuelle à la Ferenczi. La pratique de MBP en ces circonstances lui paraissait obscure, du point de vue des critères usuels de la psychanalyse. Comment fonctionnait contre-transfert et transfert dans ces parages? D'ailleurs, cette pratique serait-elle réservée aux analystes ayant eux-mêmes souffert d'angoisse et douleurs précoces? Seul vague repère. Le partage et l'homologie étaient compatibles, la perte et l'homologie aussi. Peut-être adviendrait-il que les angoisses et douleurs se transforment, trouvent une issue évanescente par cette voie. La pratique qui ne savait pas bien ce qu'elle faisait a néanmoins semblé permettre aux analysants de changer de position. Nous n'avons pas d'avis quant à la désignation de ce travail, psychothérapie ou moment d'analyse. Les tranches d'analyse paraissent suspectes, elles manquent la symbolisation, voire la déni. Les seuls étés de la pratique dérivaient des mathématiques déjà mises en œuvre pour mieux comprendre l'œuvre de Freud,
en contrôler la validité et la prolonger, la dynamique qualitative en psychanalyse. Préface de René Thom, avait été publiée dès 1994. D'autres résultats avaient ensuite été acquis, via la théorie de l'homologie, adjointe par DB et MBP à la dynamique qualitative. Parmi cette perplexité, MBP a commencé de transmettre à DB ce qui se passait du point de vue psychanalytique. Et DB lui a répondu des points de vue mathématiques et neurophysiologiques. Nous avons choisi de publier la manière de cahier de recherche par lequel, peu à peu, nous avons pu élucider dans un échange soutenu, pourquoi et comment il existait bel et bien des douleurs et angoisses précoces, avec des échos spécifiques dans l'âge adulte, et comment la pratique du partage dans les cures, plus quelques corrélats, pouvait être de quelque efficience. Nous nous référions souvent à des écrivains, poètes, peintres, qui toujours paraissaient avoir mieux exprimé les douleurs et angoisses au travail et en acte, que nous ne réussissions à l'expliciter. Ainsi aurons-nous en un sens renoué avec le problème XXX du pseudo-Aristote. Pourquoi tous les hommes qui se sont illustrés en philosophie, en politique, en poésie, dans les arts, étaient-ils bilieux, et bilieux à ce point de souffrir de maladies qui viennent de la bile noire? Le déroulement de l'ouvrage respecte la chronologie de la recherche et tente de montrer son cheminement. MBP présente d'abord les analysants ES qui souffraient de configurations psychiques analogues, avec douleurs d'amour impossible, d'absence, de vide, de séparations intolérables, à rapporter à des relations primaires à la mère inadéquates. Ces personnes ont d'autres traits communs, qui sont explicités, notamment une compétence exceptionnelle à l'empathie. Tout se passe comme si l'en moins, décrit en termes d'absence, de manque, de vide, se traduisait en trop, non seulement de douleur, voire d'angoisse, mais de qualités diverses, inventivité incluse. MBP se réfère à plusieurs auteurs, Roland Dubillard et Lewis Carroll entre autres, qui ont su dépeindre comment certaines douleurs et angoisses dépendent de ressentis de vide et de rien. L'idée de discontinuité, de trou psychique, lié à ces douleurs et angoisses insiste. Les significations singulières de rien, qui provient de la res latine, la chose, sont explorées. L'ambiguïté du français, qui double toujours les petits riens de néant, conduit à une étude critique de la transitionnalité selon Winnicott, laquelle présente des systèmes de continuité peut-être plus souvent mis à mal que Winnicott ne le propose. Le sens de la guillotine de la culture française, selon Dubillard, permet ensuite d'interroger plus précisément les relations entre douleur et angoisse précoce, et leur rapport respectif aux séparations versus inélaboration des séparations. L'idée que dans les configurations envisagées, la douleur pourrait être une défense contre l'angoisse se fait jour. Dans toute cette première partie, DB et MBP tentent de préciser à quoi pourrait ressembler l'objet impossible dont les analysants souffrent, sans faire appel aux stylisations mathématiques proprement dites. La seconde partie est une lecture juxtalinéaire du dernier texte où Freud travaille la douleur. C'est le dernier supplément de Inhibition, symptômes et angoisse. Il est intitulé « Angoisse, douleur et deuil ». Pour le bien comprendre, il faut retracer l'évolution de Freud concernant la douleur au long de son œuvre. Elle pose un problème théorique analogue à celui de l'angoisse. Notion toujours déjà là de façon tacite, la seconde via le concept de défense, la première via le principe de déplaisir-plaisir. Par suite, elles sont difficiles à accueillir dans le corpus théorique sans redondance ni contradiction. Cependant, le raffinement et la précision que Freud apporte à l'étude des relations précoces du nourrisson à sa mère, avec énumération des situations à haut risque traumatique, en impose. De même, la disjonction entre ce travail et l'absence de sa mise en œuvre dans les cures, à ce que l'on sait. On tente aussi de comprendre pourquoi la notion de contre-investissement introduite pour rendre compte de la dynamique de la douleur, en 1915, Deuil et mélancolie, et encore en usage en 1920, au-delà du principe de plaisir, disparaît en 1926. Il semble qu'en effet elle ne soit pas adéquate. Les hésitations de Freud quant aux relations de la douleur et de l'angoisse sont mises au jour. La consultation d'un classique de la douleur neurophysiologique lui donne d'un sens raison, puisqu'il apparaît que la douleur et des formes d'angoisse ou d'anxiété sont toujours coprésentes, de ce point de vue. Mais la neurophysiologie rajoute un élément que Freud n'avait pas repéré. Les capacités humaines à vivre et supporter la douleur relèveraient du nec plus ultra de nos compétences neurophysiologiques, cognitives et affectives, donc psychiques.
Et revoilà le problème XXX du pseudo-Aristote. Un peu confortés dans nos propres difficultés, hésitations, quant aux douleurs et angoisses précoces par les difficultés que Freud présente, nous retournons en troisième partie aux analysants et au travail avec eux. MBP précise comment elle introduit le nourrisson souffrant expressi verbis dans les cures et comment le transfert semble la mettre dans la position d'une mère not good enough particulière, non séparée, ASE accent aigu paré des analysants. Elle propose que la configuration la moins éloignée de ce moment du travail soit celle d'une construction. Surtout, elle repère avec tous les analysants un moment singulier, une figure du meurtre. Il s'agit qu'elle soit tuée, et le meurtre en question semble ne s'effectuer pas sans absence prolongée réelle, les analysants ne viennent plus aux séances pendant un certain temps. Ensuite, une relation de style plus classique apparaît cependant que les douleurs et angoisses diminuent. Tout se passerait comme si le partage de la douleur et l'introduction du nourrisson en souffrance situaient MBP en place de l'objet impossible, une note good enough mother ASE accent aigu paré qui finirait par disparaître au cours du travail, tout en permettant aux analysants de construire une individuation un peu moins trouée. Pour tenter de comprendre mieux le processus de ces douleurs et angoisses précoces, MBP s'est ensuite tourné vers Marina Svetaeva, grande spécialiste de ce type de configuration, qu'elle a abondamment décrite. Son génie d'écrivain et l'honnêteté avec laquelle elle dépeint ses amours-douleurs font surgir la violence meurtrière que la séparation implique dans des dimensions qu'on avait seulement soupçonnées jusque-là. Tout en hésitant, MBP a explicité les problèmes psychanalytiques aussi précisément qu'elle a pu, via les analysants Freud et Svetaeva. DB prend la plume. À vrai dire, DB et MBP prennent la plume. Le premier pour construire des stylisations mieux précisées, à partir des récits produits par MBP et des échanges qu'ils ont suscités, MBP, pour évoquer Nicolas de Staël von Holstein, dont par hasard, une très riche exposition se tenait au Havre pendant l'été 2014. DB adresse peu à peu ses créations à MBP, qui lui répond et lui envoie sous forme de lettres ce que de Staël suscite, et DB lui répond. Ainsi, les deux dernières parties du livre s'écrivent dans la plus stricte contemporanéité. Elles n'ont rien à voir et tout à voir. Nous avons choisi que les stylisations de DB précèdent l'étude de Nicolas de Staël. Serait-ce parce que DB utilise des éléments de stylisation en cours d'élaboration dans ses réponses à MBP? Le lecteur n'en bénéficiera-t-il pas davantage s'il a d'abord pris connaissance de l'élaboration dans son ensemble? Le travail de DB dépeint des analogies entre des processus psychiques décrits en psychanalyse et des processus neurophysiologiques. Le moyen de ces analogies est constitué par des stylisations mathématiques qui s'avèrent dans les deux domaines. Les mathématiques utilisées appartiennent à la dynamique qualitative et à la théorie de l'homologie. L'intérêt de ce travail est d'accroître l'intelligibilité tant en psychanalyse qu'en neurophysiologie, de contrôler et d'expliciter par la rationalité mathématique certaines conceptions des deux autres domaines, enfin, de suggérer des pistes de recherche dans les trois domaines. Pour ce qui concerne les angoisses et douleurs précoces, le travail de DB confirme la plupart des thèses soutenues côté psychanalyse, tout en précisant nombre de processus, et il propose des stylisations novatrices en psychanalyse et en neurophysiologie. Rappelons vite l'histoire des stylisations mathématiques que nous avons proposées, en psychanalyse. Toutes reposent sur des mathématiques qui étudient l'évolution de formes dans le temps, et non la statique de structure, fût-elle topologique. Ainsi, il a d'abord été montré comment la dynamique qualitative proposée par René Thom était un instrument pertinent pour mieux comprendre l'œuvre de Freud. Au passage, l'aporie qui paraissait opposer narcissisme primaire et relation d'objet primaire avait été résolue, grâce à la dynamique de l'un que la fronce de Thom proposait. La complication de la fronce en coplie a ensuite permis de styliser plus finement le fonctionnement du jeu plaisir du début, selon Freud. En adjoignant aux copies les configurations homologiques adéquates, DB et MBP ont stylisé de manière intelligible ce que signifiait que l'objet ne fut pas trouvé, mais retrouvé, selon Freud. La dynamique de l'idéal du jeu proprement dit a été construite, partager ce qui a disparu. Ces stylisations du développement psychique selon Freud s'avérant, des propositions de topiques dynamiques ont aussi été créées dans PEP. Dans Da,
MBP a construit une économie et une dynamique adéquates pour la seconde théorie de l'angoisse selon Freud, rapportée au seul jeu. Il suffisait d'adjoindre à l'analyse de Freud une stylisation simple proposée par Tom, bifurcation de Hopf et système de Van der Pol-Liénard, ce à quoi le travail de Freud conduisait de façon naturelle. Un problème restait mal résolu. Comment s'effectuait ce que DB et MBP appelaient le retournement du Copley, c'est-à-dire le changement de régime psychique par lequel le processus secondaire s'installe et permet que l'activité psychique vise les échanges verbalisés avec les autres. Ainsi, il s'agissait de styliser en partie du moins, le naufrage du complexe d'Oedipe. Notons que le travail effectué s'intéresse surtout aux dynamiques du jeu. En tant que système d'interface, il est immédiatement susceptible de stylisation par la dynamique qualitative. Côté stylisation des processus psychiques, DB repart du problème du retournement du Copley. Il doit le résoudre, puisqu'on étudie des angoisses et douleurs précoces chez des adultes dont rien n'indique qu'ils n'ont pas naufragé le complexe d'Oedipe, du moins par moment. DB résout le problème, en considérant qu'aux propositions de Freud concernant le fonctionnement du jeu-plaisir du début, il convient d'ajouter celles de Winnicott qui font entrer l'actant maternel dans la dynamique initiale. DB installe alors le fonctionnement du jeu-plaisir selon Freud au sein de l'espace protégé dont le nourrisson bénéficie, grâce à la présence de la mère. Le développement progressif depuis le nourrisson inexistant, selon Winnicott, jusqu'à une configuration post-oedipienne des processus du jeu s'ensuit, en 8 configurations géométriques principales. D'un sens, le ressort en est que l'actant maternel premièrement introduit, donne accès au monde par sa disparition. Car les disparitions n'en sont pas dans ces stylisations, puisque chaque perte ou séparation est interprétée comme un processus homologique, le processus même par lequel est intelligible l'exigence freudienne selon laquelle l'objet n'est pas trouvé, mais retrouvé. DB décrit comment le développement précoce démultiplie les processus homologiques, et ce, déjà chez les mammifères. Il propose en outre que la spécificité et la fragilité psychique particulière des humains tiennent au fait qu'ils créent un niveau de plus, une homologie d'homologie, qui rend compte de la complication relative de nos compétences symboliques. Il se confirme que l'homologie et les angoisses et douleurs précoces auront beaucoup à se dire, vu l'hypothèse des figures d'absence ou de séparation précoce entre mère et nourrisson, génératrice des angoisses et douleurs précoces et nécessairement génératrice de processus homologiques aussi. Néanmoins, encore faut-il que des sensations subjectives correspondent à des formations homologiques, ce que DB démontre. Ainsi augmenté et précisé, le développement des processus psychiques vu à l'aide des instruments mathématiques que nous utilisons depuis maintenant 20 ans, permet d'entrer dans la question des douleurs et angoisses précoces par un résultat spectaculaire de la neurophysiologie animale. Il s'agit des relations des ratons et de leur mère, pendant les 10 premiers jours de leur existence, cruciaux. Apprentissage de l'attachement et autres apprentissages vitaux. Une mère rat Goodenough protège absolument les ratons du stress, mesuré grâce à une hormone qui signe son existence, mais non de la douleur. En 10 jours, les ratons apprennent l'odeur de la mère, attachement, puis les odeurs à craindre, celles des prédateurs. Si la mère maltraite gravement les ratons, et si elle est absente, plus encore, quelques heures suffisent, alors ils deviennent stressés et précocement matures, capables de reconnaître les odeurs dangereuses. De surcroît, les mauvais traitements et privations précoces engendrent une hypersensibilité durable au stress. Enfin, si l'on sollicite la mère rate de sorte qu'elle s'occupe particulièrement bien des ratons, ces derniers bénéficient d'une forme de protection contre le stress pour toute leur vie. L'étude comportementale est doublée par celle de la neurophysiologie correspondante, dont nous retenons le seul thème suivant. Il existe un système spécifique, l'axe hypothalamo-pituito-adrénal, dit HPA, responsable des processus d'attachement et du contrôle de l'hormone du stress. DB procède à une étude détaillée de la dynamique HPA, puis il propose l'analogie suivante. Tout se passe comme si, dans le fonctionnement du début des nourrissons humains, le cycle des soins maternels selon Winnicott était identifiable, en partie à un certain état du système HPA inhibant le stress. HPA serait à la neurophysiologie ce que la fronce, soin maternel, est au Copley winnicottien primaire. Ainsi, la fronce supérieure du bébé s'identifie à la fronce protectrice de la mère.
DB s'intéresse ensuite aux conséquences des stress, figure des anxiétés, angoisses, panique. La chimie répond d'abord, sérotonine. Quant au système nerveux des mammifères, il donne deux réponses, deux espèces d'angoisse, selon qu'il y a anticipation d'un danger ou situation sans issue. Dans le premier cas, HPA gère de nouveau, dans le second, un système dit PAG, périaque ductal gray, comportant le PAG proprement dit plus des régions de l'hypothalamus et des régions de l'amygdale. Ce système est impliqué non seulement dans l'angoisse, mais dans la douleur, la défense et l'attaque, la parole aussi. DB défend ensuite la thèse selon laquelle HPA et PAG, relayés ou plutôt étayés par les réseaux limbiques, hippocampe, hypothalamus, amygdale, septum, etc., sont suffisants pour supporter notre topique réduite, c'est-à-dire toute l'évolution du développement depuis le copli initial jusqu'à son retournement post-oedipien tel qu'il a été stylisé côté processus psychique. D'un sens, DB a la tentation d'identifier les processus neurophysiologiques et les processus psychiques via la stylisation mathématique commune. La position de MBP est de maintenir l'analogie entre les uns et les autres. Une étude détaillée de PAG est nécessaire. Celui-ci prend en charge les douleurs physiques et psychiques, et c'est l'un des principaux centres visés par les analgésiques. Il gère aussi le conflit entre attaque et fuite, autrement dit, il comporte une organisation en fronce. C'est un système à réponse rapide, alors que HPA est plus lent. Il est essentiel à la vocalisation. C'est le candidat adéquat pour être l'analogue, en neurophysiologie, de la fronce nourrisson dans le schéma primaire de Winnicott. La tâche suivante de DB consiste à trouver les analogues en neurophysiologie des schémas mathématiques du développement psychique, autrement dit, comment les schémas initiaux se compliquent, s'épaississent en homologie, jusqu'au retournement contemporain d'une séparation franche d'avec la mère. Cela implique une longue étude de la dualité PAG-HPA, relation qui repose à la fois sur une sorte d'exclusion et sur une sorte de complémentarité, dans laquelle nous n'entrerons pas, sauf à signaler que la sérotonine y joue un rôle essentiel. Vu le rôle des deux systèmes dans l'angoisse, l'examen de leur relation permet d'avancer dans la détermination des processus des angoisses. L'hypothèse retenue est que l'angoisse traduit une tension entre les deux niveaux des feuillets de HPA et ou de PAG, un accroissement de la taille du cycle éventuel, sans fonctionnement du cycle, soit comme une sorte de situation ambiguë du psychisme dans toute la zone de la fronce, soit comme une situation instable sur le feuillet intermédiaire. De nouveau, DB passe de la neurophysiologie au psychisme, là où MBP maintiendrait l'espace psychique des angoisses séparé de l'espace des processus neurophysiologiques. La suite de l'exploration neurophysiologique consiste à trouver les acteurs principaux des homologies qui compliquent peu à peu les schémas initiaux et permettent de concevoir, côté neurophysiologie, le retournement du copli. Les échanges de HPA et PAG avec le système limbique paraissent les candidats adéquats, avec accent mis sur le rôle de l'amygdale, de l'hippocampe et de la région parahippocampique qui l'entoure, en relation avec le cortex préfrontal. L'étude neurophysiologique est trop subtile pour être résumée. Elle permet de conclure que, côté neurophysiologie, l'angoisse procède de déplacements dans les activités de HPA ou de PAG, dont les traces homologiques peuvent se réactualiser en angoisse archaïque. Du point de vue neurophysiologique, l'angoisse n'a pas d'objet, c'est un phénomène paramétrique. La douleur, par contre, pour autant qu'elle correspond à un éprouvé de manque, côté nourrisson, s'homologise en vide, du point de vue neurophysiologique, lesquels peuvent se réactualiser à tout propos. Le tissu homologique serait ainsi toujours dédoublé d'un revers de vide de trou. Une augmentation multiplicative de dimensions, et des foules de raisons de souffrir. La multiplicité vide résultant de l'impossibilité d'associer la douleur à une quelconque origine sensorielle autre que l'absence. Cela concerne les processus neurophysiologiques normaux. Tout se passe comme si la neurophysiologie incarnait en vide homologique ce que la langue des processus psychiques exprime métaphoriquement. En cas de souffrance précoce, de manque grave et par suite, de développement prématuré, les vides et les trous neurophysiologiques changent d'allure. Ils peuvent même devenir sans limite en homologie. Leur nature différente provient d'une maturation anormalement précoce des constructions préhomologiques. Vu leur création précoce, la neurophysiologie suggère que seule une modification portant sur l'homologie d'homologie puisse en modifier la configuration.
Cela évoque la pratique analytique, qui tente de repasser par les étapes précoces du développement, afin de modifier les processus douloureux. Cette brève présentation ne dit rien des précisions que les études de DB apportent aux coliques du nourrisson, aux relations de la douleur et de l'angoisse, de la douleur et du plaisir, de la douleur et de l'agressivité. On a préféré mettre ici l'accent sur la singularité de la méthode utilisée, sa fiabilité et la spécificité de ses apports. D'un sens, tout se passe comme si douleur dans les plis. Le revers de la douleur, systématiser les analyses précédentes, plus rhapsodiques, et leur offrait des étés mathématiques et neurophysiologiques. À la suite vient un court chapitre d'extraits de poèmes, un choix de modèles, d'absence, d'angoisse, de douleur, de vide. Il se termine avec des vers de Pierre-Jean Jouve, lui qui avait reconnu dans la psychanalyse une source d'inspiration irremplaçable, mais qui avait également mis en garde contre le scientisme de notre temps, et le risque que trop d'abstraction fait courir à la pensée authentique, un constat que reprend aujourd'hui Yves Bonnefoy entre autres poètes, en opposant le concept à l'expérience vécue. Nous espérons naïvement que les voies ouvertes par notre travail, partant de concepts mathématiques, de résultats physiologiques, de découvertes psychanalytiques et d'émotions données par l'art, sensations et expressions, participeront à la nécessaire réconciliation de ces deux aspects de la vie humaine qui sont les détours abstraits et les mondes des sens. Les lettres sur Nicolas de Staël montrent un autre aspect de la même recherche. MBP tente de discerner et entendre les géométries, les angoisses et douleurs, le génie de Staël. D'abord, l'histoire de sa vie est présentée, ses relations avec René Char et son suicide. Ensuite, le travail porte sur certains des tableaux exposés au Havre. Les problèmes d'asséparation et les difficultés de l'individuation y sont figurés et décrits. L'évolution de l'œuvre est étudiée, notamment via le style des réserves. Et tout se passe comme si Nicolas de Staël montrait les vides homologiques à l'œuvre et leur insistance de plus en plus effroyable, jusqu'à ce qu'il ne lui laisse que la DE accent aigu fenestration. L'une des conclusions de DB, confortant certains résultats antérieurs, ainsi que l'approche psychanalytique des cas de douleur et angoisse précoce qui a été décrite, annonce peut-être une nouvelle direction du travail. Le jeu est proprement l'homologie et l'homologie d'homologie. Il va de soi qu'un cahier de recherche en cours n'offre pas de conclusion générale. Première partie, quelques événements cliniques. Décrivons d'abord quelques situations de douleur psychique. Cette femme finit par trouver que sa douleur est comme un manque de présence à soi-même. Tout se passe comme si une absence interne paraissait soudain et muette en douleur aiguë, comme si un vide aspirait tous les sentiments, idées, représentations, effondrements. Le monde extérieur est décoloré comme lors d'un deuil, ou dans un moment mélancolique. Une façon de panique la pousse à avaler alors n'importe quoi se présente, médicaments, alcool, drogue, pour soustraire à la douleur, qui ressemblerait à une crampe ou une déchirure soudaine dans le registre musculaire, à ceci près que la douleur psychique est récurrente. Il est rare qu'elle ne paraisse pas en fin d'après-midi et dans d'autres circonstances, par exemple, certaines séparations. La présence de quelqu'un avec qui l'analysante échange, fût-ce au téléphone ou par courriel, peut interrompre le processus qui ressurgit dès que l'échange cesse. Il arrive aussi que la douleur revienne pendant un échange, sans rapport conscient ni inconscient avec ce qui s'est dit. Ainsi, il s'agit d'un fonctionnement à la fois labile, à la fois stable, comme un puits de potentiel sous-jacent aux autres processus psychiques, susceptibles de prévaloir sur eux n'importe quand ou presque. Bien sûr, on songe à la persistance du puits de potentiel maternel dont l'enfant est censé s'exaucer en grandissant et qui, sinon, peut devenir létal. Les figures dont elle manquerait, deuil ou passion amoureuse malheureuse, jouent parfois les paravents de cette dynamique du vide. La douleur leur est alors imputée, sans conviction continue cependant. La violence de la douleur et sa cessation fréquente, si quelqu'un se présente, évoque une répétition dans l'âge adulte des coliques du nourrisson, dont la patiente avait souffert de 8 jours à 3 mois. Elles aussi cessent en effet, dès que l'enfant est pris dans les bras et bercé. Néanmoins, la continuité de l'efficience de la présence qui vaut pour les nourrissons ne fonctionne plus dans l'âge adulte. Écorché, dit-on de certains, voire écorché vif. Il semble s'agir d'autre chose. Dans ce dernier cas, la sensibilité paraît en effet liée à l'extérieur. Elle laisse présupposer que le narcissisme secondaire fonctionne, même s'il est défaillant,
et qu'il tente de pallier des troubles plus archaïques. Nous songeons ici, d'une part à la fragilité du jeu réel et à son angoisse de réel, Realangst, devant un danger réellement menaçant ou jugé comme réel, selon Freud, d'autre part aux angoisses de résonance, produites chez des personnes dont la mère était incapable d'élaborer l'angoisse. L'enfant tombe, la mère lui donne une claque. Situation psychique où j'ai proposé la notion de fontanelle psychique, générique dans le premier cas, pathologique dans le second. Dans ces situations, l'angoisse, plus exactement diverses formes d'angoisse prévalent, et non la douleur. Même si, comme Freud le montre dans la 3e annexe de Inhibition, symptômes et angoisse, distinguer entre angoisse, douleur et deuil n'est pas toujours aisé, d'autant moins que les 3 sentiments s'y entendent pour créer des mélanges. Nous reviendrons plus loin sur certaines configurations dont les manifestations de l'angoisse semblent proches des douleurs ici évoquées. Alors, nous tenterons d'élucider les relations entre la douleur que nous présentons d'abord et des formes d'angoisse archaïques qui lui sont liées. Dans le cas de l'analysante qui nous occupe, la dynamique psychique paraît presque seule en cause, relativement autonome, trop peut-être, et liée là aussi à des processus archaïques. Elle me rejette, elle veut ma mort, elle veut m'empoisonner, elle me hait, elle veut que j'ai mal, etc. Phrase après coup des coliques. Au demeurant, les enfants ayant subi les coliques des 3 premiers mois n'ont pas bénéficié de relations ultérieures satisfaisantes avec leur mère, à ma connaissance. Faudrait-il concevoir que la douleur procéderait du souhait, Wunsch, de se conformer à ce qui a été imaginé être le souhait, Wunsch de la mère? Qu'en conséquence elle serait là? Elle serait là continuellement, au contraire de la situation subie pendant les coliques, mais comme un actant intrapsychique sadique. L'analysante aurait mal pour elle, pour ce que le nourrisson a imaginé être son plaisir, voire sa jouissance? Ce pourrait être une interprétation classique à 2 actants, analogue à ceux que Freud propose en cas de mélancolie, à ceci près que toute notion de culpabilité paraît manquer en ce cas. Par suite, on est invité à chercher d'autres stylisations métapsychologiques. Au reste, un autre problème de géométrie se pose. Quelles peuvent être les formes et dynamiques d'une figure maternelle si archaïque? Même si toutes sortes de formes, traits identificatoires, etc., bien individués et plus tardifs les masquent. Convient-il de faire l'hypothèse d'une présence non locale? Comme une peau du psychisme en un sens troué, voire comme sa texture trouée? S'en débarrasser relèverait alors de l'exploit. Ectoplasme. L'analysante suggérait souffrir peut-être d'un trouble de la régulation des endorphines. Les barbituriques qui lui avaient été administrés, censés pallier les cris des premiers mois comme ultérieurement, les crises d'urticaire et autres crises de toux spasmodiques des premières années, auraient produit la dite dérégulation, pourquoi pas? En outre, elle jugeait avoir acquis des dispositions à l'addiction du fait de ces traitements. À m'aider ou comment s'en débarrasser? La douleur apparaît comme une défense ratée. On pourrait interpréter de nouveau classiquement le manque de présence à soi-même comme une répétition de la présence chaotique de la mère des coliques. La défense réaliserait cette présence, et le psychisme ne saurait rien faire de mieux que se réduire à ce qu'il aurait imaginé être son souhait. Encore et toujours, du point de vue économique, la douleur relève de la concentration des investissements. Il conviendrait alors de conclure ainsi, quelle qu'ait été la valeur des élaborations de l'analysante et de ses 2 analystes précédents, tout se passerait comme si la séparation d'avec la mère du début n'avait pas eu lieu, et créait, outre la douleur, un trouble de l'individuation qui sera évoqué plus loin. Reste qu'il s'agit d'absence. L'interprétation classique qui les transformerait en présence continue se trompe peut-être de niveau d'élaboration, notamment en proposant un scénario pervers, d'ailleurs verbalisé, qui à l'évidence est inadéquat au processus d'un nourrisson. Décidément, la demande d'inventer d'autres stylisations insiste. En outre, la notion d'absence évoque l'angoisse. La douleur est-elle primaire, ou bien est-ce une défense à l'endroit d'une angoisse archaïque? Il existe des variantes à cette douleur peut-être typique, qui s'ensuit de coliques du nourrisson caractérisées, douleur corrélative d'autres troubles de la relation primaire à la mère. Voici un analysant réputé avoir hurlé assez fort et longtemps, toutes les nuits de sa première enfance, pour que les voisins fussent alertés. Son grand-père maternel, venu le saluer, avait souhaité repartir aussitôt tant les cris l'incommodaient. Une longue cure, menée en bonne et due forme,
le laisser dans une situation voisine de celle d'abord présentée. Cet analysant créait des situations d'amour malheureuses et torturantes semblables à celles précédemment décrites, avec épisodes quasi mélancoliques lors des séparations d'avec l'aimé, mais sans élément de culpabilité ni de dévalorisation complètement absent. En ce cas cependant, la forme de la douleur différait. Elle était continue et décrite comme sourde. Elle était en général accompagnée de troubles organiques, considérés par le patient comme corrélats de la situation. De plus, elle avait lieu de façon intermittente. Par intervalle, ce patient disposait d'une vie normale, c'est-à-dire sans douleur. Un peu comme si la mère primaire avait eu deux faces, l'une suffisamment quelconque, dont il avait pu se séparer, l'autre absente, chaotique et ou rejetante, dont les énigmatiques traces mnésiques de l'existence reparaissaient lors des épisodes douloureux. L'hypothèse selon laquelle le caractère sourd, de la douleur, au lieu de sa violence dans le premier cas, serait un processus économique est vraisemblable, l'investissement se répartirait entre douleurs psychiques et troubles somatiques. D'un autre analysant, l'on savait que son père s'était suicidé pendant sa gestation. Il était né un peu prématuré. Couveuse pendant 15 jours. Sa mère reconnaissait l'avoir rejeté lorsqu'enfin, elle l'avait rencontré. Il s'avéra que cette mère avait adressé à son fils continuellement, et non pendant la seule petite enfance, les reproches, attaques et insultes qui eussent convenu au travail de deuil envers l'époux suicidé. De plus, la sœur de 3 ans aînée de l'analysant s'était suicidée elle aussi, 6 ans avant qu'il ne consulte. Dans ce cas, la douleur était continue, ou quasi. Certes, elle avait pris la forme d'amour malheureuse, là aussi. Elle dépendait cependant de façon patente, pour le patient lui-même, des innombrables strates d'une mère interne attaquante. Dans ce cas, souffrir une forme de quasi-état dépressif chronique était de l'avis même du patient, répondre aux souhaits qu'il imputait à la mère internesse. Il avait vécu un mauvais amour, disait-il, et il palliait la douleur en fumant des joints dont il réussissait à doser la consommation plus ou moins bien selon les périodes. Sa vie amoureuse et sexuelle participait aussi, du plus général des rabaissements de la vie amoureuse. Il souffrait parfois de compulsions masturbatoires. En outre, un kyste l'obligeait à être précautionneux lors des relations sexuelles, de sorte qu'elles ne fussent pas douloureuses. Dernière situation que l'on envisagera. Cette analysante disposait de photos de sa première enfance qui évoquaient celles des enfants abandonnés souffrant d'hospitalisme à la Spitz, de la naissance à la parole. La reconstruction d'une histoire familiale particulièrement compliquée et conflictuelle permettait de comprendre que sa mère n'avait pas été en état de l'accueillir de façon convenable à sa naissance, confusion avec un enfant mort. Elle avait souffert d'emblée de régurgitation et de vomissements en jet. Surtout le décès brutal d'un frère aîné de la mère, très investi par cette dernière, lorsque l'analysante avait 5 mois, avait provoqué l'apparition de ce visage aux traits tirés, angoissé sinon abandonnique, enfant très sage et qui suçait son pouce, disait la mère. De nouveau, cette patiente créait des amours malheureuses, non qu'elle ne fût aimée, ni frigide, mais la personnalité de ses aimés était si tyrannique qu'enfin elle devait les quitter, dans des éprouvés très douloureux tant lors de l'échange amoureux que lors de la séparation. Dans les 3 derniers cas, les patients décrivaient la situation suivante. Ils tombaient dans des états de douleur psychique, mais ces moments, du moins certains d'entre eux, comportaient le sentiment de se retrouver. Est-ce que l'hypothèse de satisfaire la mère par sa douleur, et ou être aimé de la mère quand on souffre, s'avérerait? Delta. DB évoque la possibilité que cette douleur soit associée à une satisfaction parallèle. Elle ferait partie de l'individu, ou ferait partie d'un complexe indissociable que le patient réactiverait. Il s'agirait alors de se retrouver soi-même dans cette situation mixte de douleur et de satisfaction. DB reviendra sur cette question au moment d'évoquer la chère douleur. MBP. Comme il s'agit de situations très précoces, remaniées par l'ensemble de l'histoire ultérieure, il est difficile de se prononcer. L'hypothèse de DB, l'association, se distingue du masochisme, tout en suggérant une étiologie possible de ce dernier. La notion de complexe indissociable évoque le devenir des enfants maltraités. On connaît bien l'association démoniaque selon laquelle, adultes, il leur faut martyriser ceux qu'ils aiment, surtout leurs propres enfants lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ils ont été martyrisés.
C'est la preuve d'amour, du moins de celui qu'ils ont construit, tout en sachant que martyriser n'est pas aimer. Situation de double lien d'une extrême ténacité, qui torture certains d'entre eux. Si je l'aime, il faut que je le batte, si je le batte, je ne l'aime pas. Dans le sentiment de se retrouver lors de la douleur psychique, le psychisme ne passerait-il pas malgré tout par la réduction à 2 actes en conjoint ? Dans une relation sadomasochique où l'un, le représentant du maternel, sadiserait, et l'autre, un représentant de la personne enfant, accepterait d'être sadisé ? DB demande si le psychisme fait cette douleur sienne. MBP. Impossible de répondre plus simplement que oui et non. Sienne en tant qu'il s'y retrouve. Étrangère en tant qu'événement incompréhensible qu'il subit. Cependant, l'expression « se retrouver » n'implique-t-elle pas une part de reconstruction narcissique ? Sans doute une appropriation, propose DB, mais sans négliger le facteur d'association. Finalement, le besoin était satisfait, même s'il était accompagné de déplaisir. MBP. Ainsi la douleur serait-elle un signe évoquant, une satisfaction quand même. Alors la première proposition d'interprétation, psychisme réduit à 2 actants dans une relation sadomasochique, fonctionnerait mal. Il est en outre loisible, voire nécessaire de considérer que la reconstruction narcissique ne dépend pas de la présence continue d'une mère interne sadissante, ni de son désamour. Pour l'analysante à épisode abandonnique, se retrouver comportait d'abord un lâcher-prise, puis un endormissement après qu'elle avait beaucoup pleuré, bu, etc. Au réveil, elle se sentait bien. Endormissement provisoire, par épuisement du nourrisson angoissé ? Comment mesurer aussi la part du rêve ? Demande DB, même si la patiente mentionnait seulement des rêves de chute et de mère déchaînée. Delta. Le bénéfice narcissique de se retrouver parmi la douleur n'apparaît pas du tout dans le premier cas, où l'analysante cherche incessamment à courir plus vite que sa douleur, comme elle dit. Y aurait-il une géométrie de ces processus ? Avant d'y venir, il convient de mentionner 4 caractéristiques communes à ces patients. D'une part, ils vivent et partagent avec les personnes aimées ce qu'ils nomment illumination. D'autre part, ils font preuve de capacité d'empathie exceptionnelle. Ici l'interprétation classique, psychisme réduit à 2 actants dans une relation sadomasochique, montre ses limites, parce qu'elle ne peut rendre compte d'aucun des 2 événements. L'empathie, l'ouverture aux autres, est d'ailleurs en grande partie cause de l'illumination, un moment partagé avec l'aimé. Tous disposent aussi d'une psychomotricité raffinée et de dispositions quasi naturelles, pour des pratiques où la maîtrise consciente du jeu est relativement désinvestie, ainsi de la relaxation, des apnées en plongée, de la pratique du raga, de l'échange avec des essaims d'abeilles, etc. Enfin, tous repèrent leurs différences d'avec des gens normaux, sans trouble majeur du narcissisme primaire, paraît la traduction le plus fidèle. Ils ne les envient pas, du moins pas toujours. Ils considèrent que leur douleur est la contrepartie de l'ouverture aux autres, des moments d'illumination auxquels ils tiennent, ainsi que de leur facilité à lâcher prise dans certains registres psychomoteurs. Tous s'entendent très bien avec les bébés et les enfants petits. Leur jeu serait poreux, comme si les identifications qui le constituent étaient construites sur des sables mouvants. 3 des 4 analysants cités sont en outre frileux, au point qu'il convient de distinguer entre le froid interne et le froid extérieur. Ce que d'aucuns appellent le sol de l'évidence, d'autres, la conviction d'exister, etc. Cette confiance en soi que des soins primaires adéquats procurent semble leur faire défaut. Pour une des raisons diverses, les premières relations à la mère, aux soins maternels, n'ont pas été good enough, selon l'expression de Winnicott. Pourrait-on proposer que le trouble primaire concerne la continuité ? Plus exactement, le sentiment de continuité de sa propre existence et ou du monde environnant ? L'enfant aurait été chopé plus ou moins souvent par le bout-de-jump, comme il arrive au boulanger à la 8e crise, la disparition, the vanishing, de la chasse aux snarks. Une agonie en 8 crises. Au contraire de ce que Freud croyait être une conviction universelle, nul ne peut tomber hors du monde. Et encore à 60 ans il fut capable de se rattraper d'un faux pas, en montagne, grâce à un saut périlleux. Il existe des gens césadés de très jeunes enfants qui ont éprouvé maintes et maintes fois être tombés hors du monde. Ferenczi fut sans doute le premier à évoquer ces situations. L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort, 1929. Winnicott a ensuite précisé quelques configurations de failles,
à Chasme selon Lewis Carroll, où le boulanger disparaît corps et bien. Dans la perspective winnicottienne, elle centrait sur les holding, handling et object presenting. Certaines paraissent dans l'âge adulte sous forme de crainte d'effondrement, fear of breakdown, crainte de la mort ou du vide. Winnicott soutient à juste titre, à notre avis, qu'il ne s'agit pas de crainte pour l'avenir, mais de remémoration d'événements vécus dans la première enfance, lorsque la personne n'était pas assez constituée, au sens de l'élaboration du jeu, pas là, donc, pour intégrer ces expériences. Effondrement, mort, vide, signifie une discontinuité ou son risque, les deuils et les amours malheureuses avec les séparations subséquentes aussi. Delta. DB intervient, critique et programmatique. Le terme discontinuité est trop vague, il couvre des intuitions très différentes. Par exemple, la singularité de la mort, le plus discontinu qu'on puisse imaginer, se présente en géométrie au creux d'une fronce, qui est tout à fait continue, et même analytique. Il y a cependant des cas où rien de continu, ni d'analytique ne rattrape symboliquement la situation. C'est le problème des frontières, au-delà. Préciser de quel type est ici la discontinuité est l'un de nos problèmes majeurs. Après tu parleras de trous, de coupures, de sauts, de murs, de désintégration, etc. Toutes sortes de discontinuités très différentes. MBP. Il convient peut-être de se demander si la douleur psychique ne serait pas une défense, une sorte de conviction de seconde espèce, susceptible d'assurer une forme de continuité psychique, au moins de repère, là où le sol de l'évidence manque. DB. Ceci se rattache bien à l'ambiguïté de la discontinuité. MBP. Peut-être une défense contre des angoisses sans nom du nourrisson. DB. Ne pas oublier que les douleurs physiques sont très souvent un signal spécifique de danger, donc une forme de défense. MBP. Certes. Néanmoins, selon Cervero, les douleurs physiques sont loin d'être très souvent des défenses adéquates. Par ailleurs, ne serions-nous pas dans une situation où objectivité et intersubjectivité ne s'identifient pas ? Tenterions-nous ou devrions-nous tenter de construire un espace de position à valeur intersubjective, à partir de mesures qualitatives, de l'intensité de la douleur, voire de celle de l'angoisse, envisagée comme prégnance ? Peut-être ma pratique avec des analysants souffrant de douleurs et angoisses précoces s'est-elle inspirée de la proposition de Tom, sans que j'en ai conscience. Confère infra, 3e partie. Delta. Is murdering the time. Off with his head. Il est en train de tuer le temps. Qu'on lui coupe la tête, s'écrie la reine de chœur cependant que le chapelier tente de chanter. Mais il y a des temps, et le chapelier est condamné à vivre indéfiniment à l'heure du thé. Ione implose en chrono, cependant qu'une fonction physiologique quelconque s'effectue, puis lorsqu'elle termine son office, chrono est réabsorbé dans Ione selon une stylisation proposée par René Thom. Or Thom identifie notre Ione avec la peau ou l'ego de l'animal, mammifère ou de l'homme. Ainsi le chapelier menacé de décapitation par la reine, mère, aurait-il perdu tout accès à l'Ione. De fait, la reine lui aurait fait la peau. Il survivrait dans la seule répétition mortifère de l'exercice incessant et contraint d'une unique fonction, prendre le thé. Nous trouverons des configurations psychiques analogues plus loin. À propos des situations de deuil et d'amour par avant, il a été suggéré que la peau et ou l'ego et ou le psychisme des personnes concernées semblaient en un sens troués, ce qui les rendait particulièrement aptes à sentir avec Einfühlung. Nous répétons l'expression que Ferenczi a employée pour évoquer sa position d'analyste, lorsqu'il tentait d'accompagner des analysants souffrant de troubles précoces, plus exactement, des échos dans l'âge adulte d'avoir été un nourrisson mal accueilli, élasticité de la technique analytique. 1928. La proposition de Thom montre à la lettre la complication du sentiment de continuité de l'existence. Elle éclaire aussi la contrainte à ne cesser pas d'exercer une ou des fonctions, songeons à l'hyperactivité, mais non l'Einfühlung. Écoutons Roland Dubillard. Voici l'ouverture des carnets en marge, Paris Gallimard, 1998. Le poème est daté 24 février 1946. Maison. Un peu d'espace mère ? Misérable maison. Tu n'accoucheras guère. Que de ces hannetons. Car insecte moi-même. Je suis encore ailleurs. Comme tout ce que sème ton ventre intérieur.
Compartiment d'espace. Qu'il faudrait déganter. Ainsi l'avorton passe. Le seuil épouvanté. La nourrice réduite. À rien comme il est dû. Laisse dans l'air en fuite. Le nourrisson perdu. Insecte, air du billard eût bénéficié d'une carapace externe maison suffisante qui lui fait défaut. Le ventre intérieur, compartiment d'espace qu'il faudrait déganter, évoque un éventuel retournement. Air du billard aurait-il imaginé une conception où à sa naissance, l'enfant se retournerait en doigt de gant sur sa mère et l'emporterait dans son intérieur? Ainsi ne manquerait-il jamais de continuité? Ça ne se passe pas comme ça. Il lui faut franchir un seuil, première discontinuité, avorton et épouvanté. La nourrice est réduite à rien et lui avec, abolie, selon une notion chère à Lewis Carroll. Deuxième discontinuité. Comme si cela ne suffisait pas, voici l'air en fuite, l'espace est troué. Troisième discontinuité. Enfin, Roland Dubillard étant féru d'étymologie, rappelons que perdre, du latin perdere signifie donner ou dispenser inutilement, mieux eût valu ne pas être né, ruiner, détruire, mener à sa perte. Le nourrisson perdu, ou la quatrième discontinuité. Le poème donne sans doute accès autant qu'il est possible, aux angoisses sans nom que le nourrisson épouvanté, puis perdu signifie. Delta. Le poème suggère à DB les remarques suivantes. Le nourrisson s'est lancé dans le vide pour attraper, comme un poisson attrape un oiseau, tout marche à l'envers, et l'oiseau ne s'est pas laissé faire, alors le nourrisson tombe loin vers le ciel. En même temps qu'un apport énergétique, la dynamique du copli recouvre un échange d'informations topologiques, au sens de Thom, c'est-à-dire un couplage stable, dû à une résonance de deux rythmes, celui de la nourrice et celui du nourrisson, couplage qui laisse une trace en mémoire, un attracteur suivi d'une vibration. Je viens de lire une observation récente, selon laquelle les agitations des malades d'Alzheimer peuvent être traitées par des antidouleurs. La douleur qu'on lit dans leurs yeux révèle aussi l'effroi du vide, ce vide qu'ils rencontrent dans leur intérieur. Un intérieur qui n'est plus tout à fait le leur, qui est une sorte d'extérieur car il se met à retourner dans l'ancien sens du copli. Ne crois-tu pas que le simple désaccord inconsciemment désiré par la mère, ne pas donner au bébé ce qu'il attend, suffit à créer un manque de stabilité des strates mémorisées? La mère avalée, comme le prêcheur DE accent aigu avalait l'espace, est sans doute une nécessité pour le retournement ultérieur stable du copli, celui qui fait que l'environnement devient source d'universel, comme tu l'avais inventé. Le symbole prend donc la place de l'aliment, il ne saurait être adéquat si l'aliment ne l'était pas. D'où à où, de quoi à quoi va le copli? C'est là que cette région transentorinale propre aux humains intervient, ou au moins la vaste région para-hippocampique, où j'ai cherché l'homologie dans les circuits. C'est une lame interposée entre, d'une part le cortex, le manteau externe, le plus intérieur pour le sujet-objet, où la subjectivité a des droits et d'autre part les plis limbiques qui traitent à la fois les odeurs, l'espace et les sentiments. La peur surtout, la peur qui vient de l'hypothalamus enfoui, écorché, sexué. Le rôle de cette lame dans la fonction de transposition, de symbolisation ne fait pas de doute. Des images récentes montrent qu'il y a peu de différence d'activation IRM, de la douleur physique à la douleur psychique, sauf ces régions centrales que sont le cingulé postérieur et le para-hippocampe justement. Une question sur les plis. Le plus extérieur a l'air de résonner jusque dans les profondeurs, genre thalamus central, comment est-ce possible? Il me semble qu'il y a là comme un ensemble de projections qui tirent les ficelles depuis le dedans, un autre dedans que celui des plis, capable de faire tourner le temps à l'envers. De toute façon, il faut réfléchir plus à tout ça. Cela ressemble aux roues dentées de Maxwell alors que la bonne modélisation, compréhension, était dans les champs. Se relisant, DB n'est pas satisfait et explicite ainsi le programme du travail. Écrire ça en détail. Tel quel, plusieurs niveaux sont mélangés, j'aimerais les démêler. Une description de la topique, avec formation des plis et coplis jeunes, formation d'homologie, vide potentiel, stratification et dénouement, retournement. Puis mettre cette topique en relation avec les dynamiques des structures cérébrales connues. En déduire des relations précises avec le système des douleurs physiques, selon les connaissances actuelles. Liées aux douleurs psychiques. MBP. Le programme est ambitieux. Quant à la topique et la dynamique, cependant,
une petite partie du travail a été accomplie ou ébauchée du point de vue psychanalytique. Stylisation du fonctionnement du jeu plaisir du début par la fronce et le copli. Idée de retourner le sens du copli pour expliciter les premières figures du jeu réel, de l'objet et de l'échange, mais on ne comprend pas bien comment. Élucidation des premières pertes et de leur symbolisation, y compris lors du fonctionnement de l'idéal du jeu, via la formation de cohomologie. Ébauche de stylisation du contre-transfert-transfert, idem pour les constructions dans l'analyse. Tout le reste des stylisations métapsychologiques est à construire. Quant aux relations immédiates de la métapsychologie avec les dynamiques des structures cérébrales connues, je demeure dubitative. Rien ne prouve que la neurophysiologie et ses méthodes nécessaires de sciences classiques, réduction, idéalisation, identification de l'objectivité et de l'intersubjectivité, entre autres, trouvent des résultats comparables à ceux que la méthode psychanalytique propose de son côté, selon une voie qui traite de cas particuliers, sans réduction ni idéalisation, sauf parfois lors des tentatives de stylisation, et avec grand usage du contre-transfert-transfert. Un référentiel à l'atome, conjecturais-je naguère, bien que la stylisation demeure à préciser. Corréler les dynamiques des structures cérébrales connues avec le système des douleurs physiques paraît accessible, sans problème méthodologique particulier. Puis-je cependant rappeler la compétence de l'hypnose, en matière de douleurs physiques ? Or, on ne sache pas que la neurophysiologie ait à ce jour compris quoi que ce soit au processus de l'hypnose. F. Cervero lui-même demeure on ne peut plus évasif. Les douleurs physiques et psychiques sont parentes. Il existe même une vicariance entre elles, par exemple dans certains cas d'hystérie. Ainsi, l'intelligibilité de ces deux espèces de douleurs pourrait sans doute bénéficier d'une comparaison plus fine de leurs processus neurophysiologiques respectifs. Delta. Sans même entrer dans la géométrie subtile que Roland Dubillard a suggérée, il n'est pas difficile d'entendre qu'il ne disposait guère plus que Lewis Carroll d'un sol où il fut évident de tenir. La lévitation est plus commune qu'on ne croit parmi les humains, sauf qu'en général, elle ne se voit pas, elle se ressent. Au Pier Paolo Pasolini. Le temps à l'envers, selon DB, nous ferait-il tomber dans le ciel ? Reste que le genre des affects de peur paraît prééminent. Et le nourrisson en détresse hurle continuellement dans la région transintorinale de l'adulte. D'aucuns sont pris par une activité qui est leur vie. Jouer de l'accordéon, construire des maisons, peindre. Leur vie consiste à y penser et ou le faire tout le temps, presque. L'obligation, la vocation, est apparue au plus tard en période de latence, entre 5 et 10 ans, selon les souvenirs qu'ils en ont. Leur vie tient à ce fil. Funambules de l'existence, ils ont cependant recouvré ainsi une manière de clôture narcissique qui fut sans doute une fois brisée dans la petite enfance. Une part de cette activité s'exerce dans la solitude, voire le secret absolu. D'ailleurs, elle est hors langage. Relation de soi à soi ? Via ce tiers ? Les activités de recherche intellectuelle dont l'objet comporte une certaine externalité eu égard aux chercheurs, mathématiques, physiques, etc., peuvent être pratiquées dans une position psychique analogue, disons transitionnelle. Dans tous ces cas, la conviction d'exister paraît à peu près continue, même si elle se paye parfois de douleurs torturantes, songeons à un Bram van Velde dans l'attente que le geste de peindre lui vienne. Néanmoins, la posture que l'on pourrait nommer poétique n'assure pas contre les blessures précoces étendues. Ainsi, les grands peintres grands alcooliques ne manquent pas. John King, Utrio, les autoportraits tardifs de Rembrandt laissent à penser que la sobriété n'était pas son quotidien, Modigliani, Botticelli, etc., même si les suicides rapides façon Van Gogh ou de Stahl sont rares. Tout le monde n'est pas le bonhomme Corot, emblème peut-être de la réussite presque parfaite dans ce style de défense, bien que il ne faut pas chercher, il faut attendre. Il est loisible de se demander si Winnicott ne serait pas le Corot de la psychanalyse. Tous ses collaborateurs ont témoigné de son activité incessante, effarante quant au nombre de consultations, conférences et autres publications sa vie durant. Une façon de malaise éprouvée parfois à le lire procède peut-être du repérage inconscient d'une tâche aveugle, dans sa pratique et ses élaborations théoriques. Contentons-nous d'en émettre l'hypothèse. Reste que l'œuvre de Winnicott a aidé et soutenu le travail de tous les psychanalystes après lui, comme celle de Corot, celui des peintres. Une position psychique que l'on pourrait appeler celle du chapelier paraît avérée.
Investissement forcené de processus du genre transitionnel en effet, nécessaires à la survie psychique de leurs auteurs, mais qui les laissent en général démunis devant la réalité extérieure et la réalité psychique, de fait, véritables funambules, sans les préserver vraiment de la douleur psychique qui serait, dans le meilleur des cas, le bord de l'espace qu'ils réussissent à recréer sans trêve ni repos. Songeons au vieux Cézanne, encore et toujours au travail. La création langagière ne relève peut-être pas du même registre, serait-ce parce que le corps n'y est pas engagé comme dans les techniques, artisanat et ou arts raffinés, qui impliquent une des matières S, fût-elle formelle, comme en mathématiques-47. Bien sûr, il est loisible d'évoquer la matière sonore, mais elle participe d'une sexualité infantile de beaucoup plus précoce que les activités à matière et objets plus palpables. Néanmoins, Winnicott propose que le babil d'un nourrisson soit à considérer comme un processus de l'ère intermédiaire. J'ai introduit les expressions objets transitionnels et phénomènes transitionnels pour désigner l'ère d'expérience qui est intermédiaire entre le pouce et l'ours, entre l'érotisme oral et la relation objectale vraie, entre l'activité créatrice primaire et la projection de ce qui a déjà été introjecté, entre l'ignorance primaire de la dette et la reconnaissance de cette dette, dit Merci. Selon cette définition, il faut situer dans cette ère intermédiaire au titre de phénomène transitionnel le babil d'un nourrisson, ou la façon dont un enfant plus grand passe en revue son répertoire de mélodies et de chansons au moment de s'endormir. Reste que, en passant d'Antonin Artaud à François Rabelais, via Malcolm Lowry, Saint John Perse, Céline, Georges Perec et Patrick Modiano par exemple, plus Marina Tsvetaeva, il semblerait que la pratique de la littérature s'accommode aussi bien de toute forme de pathologie psychique que d'absence de pathologie. Peut-être ouvre-t-elle un champ plus vaste que les autres artisanats et arts. Tout se passerait-il comme si l'activité littéraire était relativement indépendante des phénomènes transitionnels à la Winnicott? Imposerait-elle davantage, quant à la pratique du symbole et donc, quant à la séparation? Un ballet sans musique, sans personne, sans rien, Céline. Voici Gustave Flaubert à 31 ans, il n'a encore rien publié. Il est pourtant temps de réussir, ou de se jeter par la fenêtre. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.